pour une première fois de cette saison. Il est de retour avec nous également. Salut Marc-André! Salut messieurs! Moi, Martin, là, quand je me rends compte que ton écran n'est pas droit, là, tout ce que je fais, c'est juste bouger mon laptop un peu d'un côté, puis tout est correct après ça, pour le reste de l'émission. C'est bon. J'adore ça. Merci Marc-André, t'es fin. C'est un perfectionniste, Martin, on aime ça comme ça. Ouais, anyway, je n'embarquerai pas là-dedans, mais ouais, je suis certainement le seul qui a son petit niveau ici pour que ça soit droit. Écoute, des fois, c'est l'illusion. Hein? Tu sais, mes chandails en arrière sont. T'as pas l'impression qu'ils sont droits. Moi, chez moi, ils sont droits. Ça a été tout installé droit, mais à l'écran, on dirait qu'ils s'en vont comme ça. Mais regarde, à un moment donné, là, j'abandonne. Moi, je suis pas trop manuel, là, fait que on s'organise un temps soit peu. Il n'y a pas juste nous autres qui est peut-être pas droit à la perfection. Hier, les Canadiens, c'était loin, mais loin d'être droit et efficace. Ça faisait dur leur affaire. Tu sais, honnêtement, quand hier, on regardait les deux alignements, on avait tendance à croire que ça aurait été pas un walk in the park, là, mais petite marche au centre-ville, là, pas trop compliqué. Pas ça du tout qui est arrivé. Seigneur, que ce fut une soirée pénible, les gars, honnêtement, là, hier. Mais c'est un match préparatoire, donc on partira pas en peur avec ça. Qu'est-ce que tu en penses, Marc-André? Je pense que tu as raison, Yannick, tu résumes très bien la réflexion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir en peur avec ça, sauf qu'il y a des drapeaux jaunes qui ont été levés hier. Puis le principal, pour moi, drapeau jaune, c'est le deuxième trio dont on parle depuis des mois et des mois et des mois pour le Canadien. Et donc, ces trois joueurs-là, Patrick Laney, qui a eu des très bonnes déclarations au cours de l'été, ses paroles semblent s'envoler cette semaine. Alors que les actions, normalement, parlent d'elles-mêmes. Pas très concluant pour Patrick Laney. Pour un gars qui a dit « Vous allez voir la meilleure version de moi-même », jusqu'à présent, on ne l'a pas vu. Pour Kirby Dach, c'est sûr que c'est un retour au jeu. C'est pas évident. Mais messieurs, ça fait 6 ans qu'il n'a pas joué une saison complète dans la Ligue nationale. Donc, ça fait 6 ans qu'il y a quelque chose qui arrive. Il se blesse, il y a une blessure, ça met fin à sa saison, chirurgie, etc. Donc, 6 ans, c'est beaucoup. Par contre, s'il y a un espoir au tableau, c'est que Sean Monahan, c'est la même chose. C'était 6 saisons incomplètes avant de retrouver son rythme avec le Canadien. Il avait signé un contrat, rappelez-vous, d'1 an, un peu à rabais pour lui, mais aussi une chance que le Canadien prenait là, il y a 3 ans, si je me rappelle bien. Ça avait fonctionné finalement. Il avait été changé en mi-saison ou en fait à la date limite des transactions, ou un petit peu avant, en fait, à Winnipeg pour que Winnipeg puisse profiter de lui pour une tentative de percée en séries éliminatoires. Donc, est-ce que Kirby Dach pourrait revenir puis se replacer? Là, hier, ils se sont fait traverser par le 4e trio des Leafs. Fait que ça, ce que ça me dit, c'est imaginez les entraîneurs adverses en ce moment, Martin et Yannick, qui analysent l'alignement du Canadien, qui vont jouer chez eux. Quand je dis chez eux, je veux dire les adversaires reçoivent le Canadien dans les prochaines semaines en saison régulière. Quel trio on va déléguer contre le trio de Dach, Laney et Demidov? Ça va être le premier trio. Alors, dès qu'on va voir un arrêt de jeu, dès qu'on va voir durant le jeu le trio de Dach embarqué sur la patinoire, c'est des gars qui, défensivement, ont des lacunes importantes. Dach, c'est décevant. Laney, on n'est pas surpris parce que ça a toujours été comme ça. Puis Demidov a 19 ans. Il va avoir 20 ans au mois de décembre. Je trouve ça décevant pour lui, puis je trouve ça décevant qu'on l'entoure avec ces deux gars-là. Peut-être que Kirby Dach, finalement, ça va éclore, puis qu'il va être en santé, puis qu'il va retrouver le Kirby Dach des bonnes années. Mais en février dernier, quand il s'est blessé, puis ça a mis fin à sa saison, il ne connaissait pas nécessairement des très bons moments. Là. On ne peut pas dire que c'était un joueur qui était régulier en termes de performance pour le Canadien match après match, alors que le Canadien, depuis fin décembre, avait amorcé une remontée quand même intéressante qui leur a permis de faire les séries. Kirby Dach ne jouait pas nécessairement du hockey inspiré puis du hockey constant. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'espoir en Kirby Dach, mais en ce moment, cette semaine, on ne peut pas dire là, que c'est concluant pour ce deuxième trio-là et ça renforce le gros point d'interrogation qu'on avait déjà en caractère gras. C'est pas
pas vraiment eux qui m'ont dérangé. Je fais une petite blague. J'étais quand même surpris de voir à RDS Patrick Laine bien brûlé après le match à donner son entrevue. Je fais, mon Dieu, je trouvais pas qu'il avait patiné tant que ça. C'est pas eux autres qui m'ont dérangé le plus. Je pense que c'est l'effort collectif. Que l'entraîneur dit je suis déçu, puis il y a Madison puis Méchard qui ont donné de l'effort. À part ça, puis là, ils cherchent de même. Pas vrai, là. Puis le pire, c'est qu'on avait eu des bons mots pour Suzuki, Slavkovski puis Caulfield pour leur premier match. On avait dit qu'ils avaient montré présent puis qu'ils avaient juste hâte que la saison commence. Bon, en plus, hier, qui m'insurge de dire que les Canadiens jouent contre personne chez les Leafs, ça n'a pas de sens. Boum, ils se font me donner une claque sur la gueule hier. Moi, je trouve que c'est généralisé, tu sais. Dak, c'est le dernier de mes soucis dans ce match-là, là, pour vrai, là. Dernier, je suis content qu'il ait pris des mises en échec, qu'il ait patiné, qu'il soit -3, je m'en fous, comme dans l'an 40, là. Je sais pas vous autres, là, mais Yann? Ben, écoute, moi aussi, là, sauf que, tu sais, quand tu regardes ça, je pense, à un moment donné, j'ai passé à réflexion. Je pense que les Canadiens avaient 7 tirs au but, puis il restait comme 3-4 minutes à la deuxième période, là. Là, tu fais comme, tabarnouche, c'est pénible, là. Les Canadiens en avaient 10 à mi-chemin en troisième. Ben, comment? Le Canadien avait 10 mi-chemin en troisième. Mi-chemin troisième, 10 lancés. Ouais, c'est ça, je pense que ça. le match, c'est à RDS que j'ai entendu ça. 4 lancés à 5 contre 5. 4! Ben, c'est ça. Fait que c'est collectif, là. Tu sais, oui, Dak, Demidov, Laine et tout ça, mais honnêtement, là, c'était pas super à regarder. Mais moi, j'ai envie de te poser une question, Marc-André, puis je te lance là-dessus. Martin, tu pourras enchaîner après. Comme entraîneur, tu sais, nous autres, comme partisans, faut rester calme là, vis-à-vis ça. Il ne faut pas paniquer. Là, ils n'en gagneront pas 82 cette année. Là, fait qu'il y a des journées qu'on va jaser et on va dire hey, c'était épouvantable hier. Mais comme entraîneur, tu sais, Martin Saint-Louis l'a dit hier là, que c'était la première fois depuis le début du camp qu'il n'était pas satisfait de la journée de travail. Tu récupères ça de quelle façon, surtout avec tes vétérans? Puis les jeunes, c'est tel que tel. Là, les gars que tu sais que tu vas renvoyer là, sont là, dans le fond, pour remplir des chandails là, cette semaine. Ils vont retourner à Laval, possiblement, après le match de samedi. Ils vont garder moins de joueurs pour les 2 affrontements. Comment tu travailles ça avec les vétérans? T'sais, comment tu récupères ça comme entraîneur, cette sortie-là d'hier, en prévision de ce qui s'en vient le samedi et la semaine prochaine? Il n'y a pas beaucoup de millage à faire avec un match préparatoire. Surtout avec le groupe. C'est une question de retourner sur la patinoire le lendemain. C'est ce qu'ils ont fait ce matin. Et de donner le ton dans l'entraînement sur les priorités. Normalement, un entraîneur au camp d'entraînement va vouloir avoir certaines priorités, va vouloir s'assurer d'avoir des points là, qui veulent travailler, des points qu'ils veulent améliorer. Il y a un plan dans le camp d'entraînement. C'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre à ce que chacun des matchs préparatoires, beaucoup d'éléments soient sur la coche, beaucoup d'éléments collectifs soient en place. Parce que les entraîneurs apportent des petites corrections. Puis Martin Saint-Louis l'a dit cette semaine, il y a des petits ajustements dans le système de jeu ici et là, et ça, c'est tout à fait normal par rapport à la saison dernière. Pourquoi? Parce que les entraîneurs ont travaillé, ont fait de la recherche, ils ont analysé du vidéo, ils ont regardé la finale de la Coupe Stanley, ils ont dit, telle équipe joue de telle manière dans telle situation, fait qu'on va amener ça dans notre système de jeu. Donc, il y a des petits ajustements qui se font. Alors, d'un match à l'autre, c'est normal qu'il y ait des aspects qui soient corrigés, des aspects qui soient moins bien, des aspects qui soient un peu plus croches que d'autres. Je vais donner un exemple, là, puis c'est pas spécifique aux Canadiens, mais mettons que dans les 2 premiers matchs préparatoires, on n'avait pas nécessairement travaillé l'échec avant en zone neutre. Bien, ça se peut que ça soit croche un peu, puis qu'à cause de ça, on ait donné un 3 contre 2 ou un 2 contre 1 à un certain moment donné, avec une confusion avec les nouveaux joueurs ou des joueurs de Ligue américaine qui jouent dans l'alignement. C'est ce qui est arrivé cette semaine. Il y a eu plusieurs éléments. J'ai regardé les buts qui ont été accordés cette semaine. Il y en a 3 qui ont été contre Pittsburgh, Philadelphie, puis hier Toronto. Sur 10 buts accordés, il y en a 2, c'est sur des revirements, c'est des recrues. Un Ryan Backer, un autre, un joueur de la Ligue américaine. 3 sur des entrées de zone, 3 sur des situations de couverture en zone défensive et 3 sur l'avantage numérique. Donc, c'est assez éparpillé. Fait qu'on ne peut pas dire qu'il y a une facette qui a vraiment fait défaut. Par exemple, s'il y avait eu 4 ou 5 buts sur 10, qui est exactement la même phase de jeu, tu te dis OK. Mais bon, sur l'élément que Martin apporte au niveau de l'éthique de travail, puis du fait qu'il n'y avait pas de saveur, pas de couleur hier dans le match,
c'était un peu au niveau des deux équipes en début de match, pour être franc, là, jusqu'à temps que Toronto soit opportuniste. Il y a eu plusieurs buts sur des déviations. Puis c'est des beaux buts pour eux. C'est des buts qu'on a manqué du côté du Canadien en termes de marquage, en termes de positionnement, en termes de pression sur le porteur pour lui donner un peu moins de temps pour placer sa rondelle pour le gars qui a dévié devant le filet. Il y a eu des erreurs, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais cet effort-là, pour moi, c'est pas un souci majeur si c'est anecdotique. C'est-à-dire que si c'est hier, un jeudi, le seul moment du camp d'entraînement où le Canadien a manqué d'effort, ben tu sais, je pense pas que ça va avoir un effet sur les résultats de la saison régulière. Par contre, le fait que le deuxième trio ne se mette pas en marche puis qu'on ne soit pas capable de dire comment on va entourer Ivan Demidov, qui est un joyau, on va s'entendre là-dessus, là, c'est un joyau, Ivan Demidov, ben, tu sais, ça me fatigue, ça. Tu sais, je trouve ça, c'est un point d'interrogation qui pourrait venir nous hanter plus tard. Moi, tu sais, on n'est pas à l'étape de demander des changements de trio, mais je suis d'accord avec toi, tu sais, de commencer Demidov avec Dak puis Laine, peut-être pas certain, tu sais, défensivement, etc. Je ne serais pas... je verrais d'un bon œil de changer les centres de trio. J'amènerais Demidov, Laine avec Suzuki. Fait que de travailler avec Suzuki, ça serait bon pour lui, puis Suzuki pourrait pallier aux très grandes lacunes de Laine. Et je pense que Cole et Slav sont rendus à une étape de pouvoir peut-être plus aider Dak que d'être aidé par Dak. Donc, peut-être ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant, mais je pense pas qu'à ce point-ci, dans le camp d'entraînement, on est rendu à faire des changements de trio, mais je trouve que ça pourrait être une solution intéressante. Au lieu de juste bouger Demidov puis Slav, je pense pas que Slav peut aider Dak et Laine, mais Caulfield et Slav avec Dak, ça pourrait marcher, selon moi. Bref. Peut-être, Martin, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Je comprends tout à fait ton point. Je te dirais qu'avant de faire ça, il faudrait vraiment que le trio de Caulfield, Suzuki puis Slafkovský ne fonctionne pas sur une certaine période de temps parce que c'est le premier trio. C'est dur de briser un premier trio qui fonctionne bien. T'sais, ce trio-là a été magistral pour amener le Canadien en série l'an passé. Je te dirais que je comprends tout à fait ta logique. Elle est, je la partage, mais avant de penser faire ça, il faudrait vraiment s'assurer, pas s'assurer, mais il faudrait constater que le premier trio du Canadien a des difficultés. Puis en ayant des difficultés, ben là, on se dit, OK, ben là, on n'a pas le choix, il faut faire des petits changements. Puis ce changement-là pourrait être une solution éventuellement. Juste avant d'enchaîner avec le prochain sujet, je viens de voir passer un message, puis je voulais absolument vous en parler. Je trouve ça vraiment génial. Tu sais, quand on dit qu'il y a des gens de partout qui nous écoutent, Jérémy Grenier, qui est un Québécois qui est à l'extérieur, qui est en vacances sur YouTube, vient d'écrire « Bon midi, Martin, Yannick et Marc-André. Je vous écoute en direct du bateau qui fait la traversée du golfe de Finlande. On est bien loin du F.A. Gauthier. » Je trouvais ça cute. Donc, c'est une belle salutation. Salutations également à Sébastien Houd, Martin Lajoie, Alain Poisson, Fred de Bernier. Bref, vous êtes nombreux et nombreuses. Il y en a plusieurs aussi qui parlent, qui posent la question, évidemment, avec la nouvelle de ce matin concernant David Reinbacher, qui est blessé. Fracture à la main, l'os de la main, 4 semaines, encore blessé dans le cas de Reinbacher. Tu voulais en parler, Marc-André, un peu de son camp jusqu'à présent. Là, oublions la blessure, là, mais de son camp. Puis tu as même préparé un tableau. Je trouvais ça intéressant ce matin de certains défenseurs élites de la Ligue nationale. Oui, avant de présenter le tableau, par contre, je veux présenter un peu le sujet. Puis, tu sais, Yannick, tu le sais, je t'ai envoyé mes sujets ce matin à 8h15. Fait que c'est avant qu'on sache que Reinbacher avait une fracture. C'est vraiment dommage. Il s'est blessé l'an passé. Il n'a pas pu commencer la saison. Il est arrivé en février. Là, il se blesse à la main. Ça veut dire qu'il va être retourné à Laval, c'est sûr. Mais de toute façon, avant sa blessure, c'était écrit dans le ciel qu'il ne serait pas le 7e défenseur du Canadien, puis qu'il a besoin de temps à Laval, il a besoin d'amorcer la saison, mais il ne va pas l'amorcer. Il va arriver quelques semaines après le début de saison. Là, on est fin septembre, fait que disons fin octobre, bien, ça va faire 2 semaines à peu près que la Ligue américaine a débuté. Il y a du rattrapage à faire. Puis quand il a été repêché 5e au total, il est allé jouer à Kloten dans la Ligue élite là-bas au Danemark.
Et avec le recul, je ne suis pas certain que c'est une bonne chose. C'est une organisation qui a changé d'entraîneur 2 fois durant cette saison-là. Donc, il y a eu 3 entraîneurs différents. Pour un jeune de 18-19 ans qui joue professionnel en Europe, c'est pas l'idéal. Tu sais, ça prend une continuité. Il faut qu'il y ait un plan de développement avec un jeune de cet âge-là. Il n'a pas vraiment vécu ça. 3 entraîneurs différents. On peut douter, messieurs, que c'est peut-être une organisation un peu broche à foin. Quand tu changes d'entraîneur 3 fois dans une saison, là, moi, j'ai déjà dit, puis Yannick, tu le sais, dans les KM18-3, c'est un propos des fois que je tiens. Là, quand on remercie un entraîneur moins de 2 ans après l'avoir embauché, dans le fond, avant de le congédier, on devrait congédier ceux qui l'ont embauché. Parce que quand tu embauches un entraîneur, en dedans de 2 ans, ça ne marche plus, tu sais. Fait que ça fait broche à foin un peu. Fait que là, ben, ça a été une année pas nécessairement perdue pour lui. Je suis certain qu'il a appris des affaires, mais il n'y a pas eu un fil conducteur avec un entraîneur qui a pu le prendre à partir du mois d'août en Europe. Il commence les camps au mois d'août et l'amener jusqu'en fin de saison en disant « Voici ce que tu as amélioré, voici ce que tu as moins amélioré, puis voici ce que tu dois travailler. » Tout ça. Il n'y a pas eu ce fil conducteur-là. L'an passé, il se blesse. Il est revenu au jeu mi-février. Moi, j'étais là à son premier match. On faisait le match à RDS. J'étais en remplacement de Bruno ce match-là. J'étais sur place à la Place Belle pour son premier match. Et donc, je l'ai vu. J'ai été impressionné par le fait qu'il puisse s'adapter si rapidement que ça en fin de saison, alors que tout le monde est en conditions physiques là, incroyables, rendu en fin de saison en termes de rythme, de tempo, de structure. Et donc, il a vécu les séries éliminatoires, fait que ça a été bon. On lui a donné congé à plusieurs moments, congé de match, congé d'entraînement, congé des entraînements matinaux pour le préserver, pour le préparer. Puis là, ben, il y a eu la préparation. Cet été, là, il se fracture un os de la main. Donc, il est parti pour 4 semaines. Moi, le constat que je fais, messieurs, c'est que c'est un défenseur qui est intelligent. Tu sais, tu le vois dans son match, il est capable de bien gérer la rondelle, il est capable de faire des bonnes sorties de zone, il est capable aussi d'être combatif. Il y en a qui ont remis ça en question. Moi, je ne remets pas en question sa combativité. Par contre, je remets en question sa force physique, sa hargne, puis son expérience. Tu sais, il s'est fait frapper à quelques moments cette semaine. Tu sais, en fait, il s'est fait ramasser. Mais ça, c'est de l'expérience qui rentre. C'est juste la fraction de seconde qu'il pense qu'il a de plus. Il ne l'a pas rendu à ce niveau-ci, puis il va s'adapter. Je suis certain de ça. Tu le vois devant le filet, il essaye vraiment de gagner sa position du corps puis de prendre son homme. Fait que sa compétitivité, pour moi, elle est là, mais il manque un peu de hargne. La hargne, ben, elle vient avec la force physique, elle vient avec la confiance, l'expérience. Donc, c'est une question de temps. Je crois qu'il faut être patient avec lui. Et c'est ça, Yannick, je t'ai envoyé ce matin, puis Valérie puis sa gang, Tommy, ont fait un tableau parce que NHL.com a publié cette semaine, je crois, la liste des 20 meilleurs défenseurs selon eux, selon leurs analystes. Et là, je suis allé sortir sur les 20 défenseurs. Il y en a 10 qui se sont établis dans la Ligue nationale à 21 ans et plus. Donc, là, évidemment, c'est là, tu sais, vous me connaissez, là, ceux qui suivent On Jase puis qui me parlent souvent ou qui me voient, qui engagent des conversations avec moi dans les arénas quand je les vois. Ils savent que pour moi, la patience avec les jeunes, c'est important. Et donc, avec Ryan Backer, j'ai l'impression qu'il va falloir être patient un petit peu, surtout qu'en début de carrière, il y a des blessures. Mais quand on regarde ces défenseurs-là, selon NHL.com, les 20 meilleurs de la Ligue nationale, là, on s'entend, là, 20... on pourrait même faire une liste de 40 meilleurs défenseurs, puis on n'est même pas 2 défenseurs par équipe en moyenne en faisant ça. Là. Fait que 20 défenseurs, bien, il y en a 10 là-dedans qui se sont établis 21 ans et plus. Là, c'est sûr que Ryan Backer joue sa saison de 21 ans. Il va avoir 21 ans dans 2 semaines, en fait. Fait que, tu sais, je pense pas qu'il va s'établir dans la Ligue nationale cette année. Est-ce qu'il va être rappelé? Est-ce qu'il va avoir des moments où est-ce qu'il va pouvoir se faire valoir? Montrer qu'il s'est développé par rapport à ce qu'on a vu cette semaine. Parce que la prochaine fois qu'on va le voir à Montréal, c'est quand il va y avoir un rappel. Ça peut être en novembre, ça peut être en janvier. Puis honnêtement, on souhaite qu'il n'y en ait pas de rappel. On souhaite que tout le monde soit en santé. Mais il va avoir la chance avec Pascal Vincent, le groupe d'entraîneurs, Daniel Jacob qui dirige les défenseurs à Laval. Il va avoir la chance de se développer, d'avoir plus de responsabilités que l'année passée. Il va arriver dans une ligue qui a joué l'an passé, donc il va avoir plus de connaissances, savoir comment ça fonctionne dans la Ligue américaine. Donc, mais il va falloir être patient.
Oui, puis c'est pas de sa faute. Puis si tu veux faire des gâteaux pour pas casser des œufs, t'es pas dans le bon métier. Tu sais, il est sûrement arrivé quelque chose, pas juste en patinant et en regardant le trafic qui est arrivé de quoi, bloquer un lancer, peu importe. Donc, arrêtons. J'ai un peu de misère avec ça, moi, tu sais, que ce soit Dak ou Rumbacker. Coordonner quelqu'un parce qu'il est blessé ou malade, tu sais. C'est comme si on disait Mario Lemieux n'a pas réussi à être ce qu'il était supposé d'être parce qu'il a eu mal au dos et il a eu cancer. On peut-tu? À un moment donné, on contrôle ce qu'on peut, contrôler. Qu'est-ce qu'il y a? Non, t'as raison, sauf qu'à un moment donné, quand la tendance se répète année après année, comprends, là, mais toi, quand t'es assis dans le siège du dirigeant, t'as pas besoin d'un gars porcelaine, t'as besoin d'un joueur de hockey sur la glace. Là. Fait que c'est là que des fois, il faut que tu prennes des décisions. OK. Ben, je pense qu'il est tôt dans le cas de Rumbacker. C'est tôt pour dire, mettons, pas Kirby Dach. Kirby Dach, ça fait 6 saisons consécutives qu'il ne joue pas tous les matchs. Linebacker, je suis d'accord. On peut attendre un peu. OK. Non, mais c'est juste commencer le choix en riant de mes cadrages, puis là, tu ris de... Ah! On s'en va sur le web. C'est vendredi, Martin. Ouais, c'est ça. Pas grave, je t'aime pareil. Parlons de... Pourquoi tu veux parler d'Owen Beck? Ben, Owen Beck, là, on ne l'a pas vu hier. Là, il n'a pas joué hier. Je ne sais pas s'il va jouer demain soir. Là. On n'a pas l'alignement encore. Hein? On a-tu l'alignement pour le match? Il va sûrement jouer demain. Puis, évidemment, c'est un joueur que j'observe depuis plusieurs années, vous le savez, parce que j'ai suivi quand il était à la Coupe Memorial. J'ai suivi quand il a été rappelé par Équipe Canada en remplacement. Il avait 18 ans quand il est arrivé à Équipe Canada à Halifax pour terminer le tournoi. Puis l'année d'après, je l'ai vu en Suède sur le 3e trio avoir un rôle défensif, affronter les meilleurs joueurs adverses. Puis cette semaine, quand il a joué, je pense que c'est contre Philadelphie, il a joué en désavantage numérique. Et j'ai toujours pensé qu'Owen Beck, ça serait un Jake Evans plus ou moins 10%. Puis l'an passé, à Laval, il y a eu beaucoup de blessures en janvier-février et il a joué en avantage numérique de façon régulière. Je pense qu'il avait été comme 21 matchs sans marquer de but. Fait que c'est dommage, mais c'était seulement sa première saison dans la Ligue américaine, dans le professionnel. Fait qu'il faut lui donner le temps. À mon avis, il faut qu'il retourne à Laval. Puis à mon avis, il faut qu'il soit un joueur important. Il faut aussi qu'il joue en désavantage numérique pour préparer, dans le fond, son arrivée à Montréal. Parce que si, admettons qu'il faisait le club cette année, ça ne serait pas pour jouer en avantage numérique. Ça serait pour jouer en désavantage numérique. Fait que je pense qu'il faut qu'il acquiert de l'expérience et qu'il devienne un joueur clé pour Pascal Vincent dans cette phase de jeu-là. Et ça touche toute son identité. C'est un joueur qui a toujours été offensif, c'est un joueur qui a toujours produit offensivement, que c'était relativement facile pour lui de marquer des buts, d'aller chercher des points, de faire la différence pour son équipe sur le plan offensif. Je pense qu'il est encore en train de figurer cette identité-là pour la Ligue nationale. Je pense qu'il va le figurer. C'est un gars qui est engagé, c'est un gars qui est combatif, c'est un joueur que j'aime. De la vitesse, puis je pense qu'il va être important pour le Canadien quand le Canadien va connaître ses meilleurs moments de la décennie là, dans quelques années. Peut-être à partir de cette année, mais je pense qu'on peut prédire un petit peu plus dans 2-3 ans quand l'équipe va arriver avec beaucoup plus de maturité. Je pense qu'il va être un joueur important pour le Canadien, mais je crois qu'en ce moment, êtes-vous d'accord avec moi, là, dans le fond, que les 13 attaquants, là, c'est pas compliqué. Là, c'est Caulfield, Suzuki, Slavkovski, Demidov, Doc, Laney, Bolduc, Newhook, Gallagher, Evans, Anderson. Ça fait 10, ça fait 11. Puis là, tu as Blais, Veleno. 3, 6, 9, 11, c'est ça. Blais, Veleno, 12e, 13e. Fait que là, Beck et Roy, Joshua Roy, tombent 14-15. En théorie, là, est-ce que Roy pourrait se faufiler? Est-ce que Owen Beck pourrait se faufiler? Tu sais, je regardais Blais et Veleno, leur match cette semaine. Veleno, il a de la vitesse et il est intelligent. Puis c'est probablement Joe Veleno, c'est le joueur qui peut remplacer rapidement, facilement dans un rôle offensif. Tu sais, exemple, Slavkovski, quand il s'est fait couper à la joue, c'est Bolduc qui est allé remplacer là. C'est tout à fait logique. Ça aurait pu être Veleno aussi. Veleno est capable de jouer un rôle offensif.
Veleno a un peu moins, par contre, de armes que Samuel Blais. Samuel Blais a une présence physique, beaucoup plus difficile à affronter un contre un dans le coin de la patinoire. Samuel Blais a un échec avant qui est quand même lourd, qui est plus pesant que Veleno. Veleno, va survoler sur la patinoire, il va être rapide, il va être capable de fabriquer des entrées de zone quand il y a du temps et de l'espace. Donc, il est un peu plus polyvalent offensivement, mais Samuel Blais est plus un gars de rôle. Fait que, dépendant, exemple, Canadien joue sur la route, on a besoin d'un échec avant un petit peu plus soutenu, Samuel Blais pourrait être une option pour Martin Saint-Louis. Si par contre, on a eu de la difficulté à produire offensivement, puis qu'on cherche un peu d'offensive, peut-être que Joe Veleno va pouvoir devenir une option. Là. Fait que c'est pour ça que je pense que, pour revenir dans le fond à la question au Winbeck, je pense que c'est peut-être plus propice pour lui, pour le moyen-long terme, dans la question où on veut obtenir le meilleur de lui, éventuellement. On veut que Owen Beck devienne la meilleure version de lui-même pour se joindre aux Canadiens puis jouer de façon régulière. Bien, si on veut ça, probablement que c'est mieux qu'il retourne à Laval puis qu'il soit dominant ou plus dominant, meilleur que l'an passé. Puis on a le luxe, on va appeler ça comme ça, on a le luxe chez le Canadien d'être patient avec ces gars-là parce qu'on a signé des gars qui peuvent faire le tampon ou qui peuvent permettre aux Canadiens de prendre le temps de développer les Owen Beck de ce monde. Tu sais, tu viens d'en parler, le Veleno et Blais. Puis, moi, je pense que Joe Veleno, il a le talent, s'il joue à la hauteur de son talent, il a le potentiel de s'établir dans l'alignement régulier du Canadien de Montréal. Mais ça, c'est un luxe que tu n'avais pas les années passées, des gars comme ça. Là, t'en as. Tu sais, Blais, c'est la même chose. Fait qu'on est aussi bien l'utiliser. En tout cas, ça, c'est mon humble avis. Là, je peux me tromper, mais pourquoi risquer d'aller trop vite, à moins que vraiment Beck soit carrément en avance sur son développement? Mais ça, c'est le temps qui va nous le dire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Oui, ben moi, je pense que tu as raison. Joe Veleno, il n'y a pas de doute qu'il a du talent, puis il n'y a pas de doute qu'il a du hockey en lui. C'est vraiment une question de pouvoir aller dans les endroits un petit peu plus difficiles sur la patinoire, devant le filet, dans les coins de patinoire, gagner un petit peu plus de bataille un contre un. C'est pas nécessairement naturel en lui, mais ça, c'est pas grave. Il y a plein de joueurs qui sont dans la Ligue nationale, qui ont du succès. Mais pour produire, pour se trouver une place, il va falloir qu'il se retrousse les manches dans ces endroits-là. Quand il y a du temps et de l'espace, quand il est en avantage numérique, quand il peut être des bons joueurs, c'est pas un problème. Mais c'est vraiment dans les endroits difficiles qu'il doit être meilleur.